Aujourd'hui encore, en Éthiopie, on chante les louanges des héros vainqueurs de la bataille d'Adwa. Sous le règne de Ménélique II, le Ras Makonnen, chef de l'armée éthiopienne, conduisit à la victoire contre les Italiens une armée de guerriers semblable à ceux-ci. En 1896, pour la première fois, une armée africaine était vainqueur en bataille rangée d'une armée européenne. Ainsi commençait la décolonisation de l'Afrique dans un pays qui n'avait jamais été colonisé. 40 ans plus tard, nombre de guerriers d'Adwa sont encore présents. Mais les temps ont changé. C'est maintenant avec des tanks et des avions qu'on fait les guerres. Haïlé Sélassié Ier, successeur de Ménélique II, fils du Ras Makonnen et héros d'Adwa, 255e empereur de la dynastie salomonienne, doit faire face à une nouvelle menace contre l'intégrité de son pays. Il faut à l'Italie fasciste une revanche qui sera en même temps une conquête coloniale. Dans un raz-de-marée, l'Éthiopie entière vient jurer fidélité à son chef. Fort de cet élan unanime, l'empereur refuse tout compromis. Le peuple éthiopien est fermement attaché à la paix, mais il est en même temps animé d'un amour profond de sa patrie. En cette seconde moitié du XXe siècle, l'Éthiopie s'est transformée. L'armée éthiopienne est devenue l'une des plus puissantes de l'Afrique. Elle fournit l'un des plus importants contingents de casques bleus de l'ONU. L'aéroport d'Addis Abeba, carrefour international, accueille les jets du monde entier. Une nation moderne est née. Haïlé Sélassié Ier, lion vainqueur de la tribu de Juda, élu de Dieu, empereur d'Éthiopie, de tous les chefs d'État celui qui est au pouvoir depuis le plus longtemps, vient en personne accueillir ses grands visiteurs. Pour les Éthiopiens, accueillir, c'est chanter, c'est danser, c'est révéler aux visiteurs cette âme cachée, secrète, qu'ils ne devineraient pas autrement. C'est donner son amitié, sa confiance à celui que l'empereur traite en ami. Mais cette démonstration, qui témoigne d'abord de l'obéissance du pays à son chef, donne dès l'arrivée la clé du thème éthiopien. Nous sommes en monarchie, une monarchie codifiée par une constitution. L'empereur règne par droit divin sur un pays totalement hiérarchisé.
Aux yeux du monde occidental, cette structure peut sembler archaïque et précaire. Elle correspond pourtant à l'enracinement du peuple éthiopien. L'originalité de ce régime séculaire, c'est de vouloir créer un monde neuf. Addis Abeba, ville récente fondée sous Ménélique II, veut devenir une ville moderne. Les Éthiopiens sont très pieux, souvent jusqu'à l'extrême dévotion. La vie religieuse joue ici un rôle de premier plan. L'Église, longtemps rattachée au patriarcat copte d'Alexandrie, a maintenant son propre patriarche. Intimement liée à la monarchie, la hiérarchie religieuse occupe une place privilégiée. Et parmi les castes qui constituent la société éthiopienne, celle des prêtres est avec celle des militaires la plus importante. Pays de culture et de tradition essentiellement chrétienne, l'Éthiopie bénéficie d'une langue écrite originale, unique en Afrique, l'amharique, au regard de laquelle la langue sacrée, le guèze, joue le rôle de latin. Voilà donc cette vie traditionnelle qui doit s'adapter au monde nouveau, qui doit vivre dans le décor que le XXe siècle plante dans tous les pays neufs, qui doit apprendre cet espéranto architectural et culturel qui accourt dans toutes les capitales du monde. Au milieu des quartiers d'habitation traditionnels, on bâtit à la hâte. Et bientôt ce ne sont plus que des îlots du passé qui s'insèrent entre les buildings. Pour mieux comprendre l'Éthiopie, c'est à M. Petrides, historien, que nous avons demandé d'en tracer le portrait. Ce pays est une énigme posée aux historiens du monde entier depuis Homère. Voilà un pays qui est en Afrique et qui pourtant n'a rien d'africain ou presque rien d'africain. Alors que tous les Africains ont été soumis aux jougs étrangers, les Éthiopiens ont su rester indépendants et libres pendant plus de 3000 ans. Là où les Africains sont hamites, les Éthiopiens sont sémites. Là encore où les Africains sont animistes ou musulmans, les Éthiopiens sont chrétiens. Aujourd'hui, l'Éthiopie étant restée le seul des 4 ou 5 royaumes et empires qui existaient à la naissance du christianisme, on peut dire que l'Éthiopie est le plus vieil empire chrétien du monde. Monsieur Petrides, quels sont les liens qui vous unissent à cette Éthiopie que vous connaissez si bien? Eh bien, étant au service du gouvernement intérieur depuis 32 ans, j'ai pu être mêlé à beaucoup d'événements, j'ai pu connaître beaucoup de personnalités et je suis arrivé à une certaine connaissance de ce pays qui m'a permis d'écrire plusieurs livres sur son histoire. La constitution éthiopienne donne le roi Salomon comme origine de la famille impériale. Pourquoi? La légende lui attribue plus de 3000 ans d'existence. Et son histoire se confond avec l'histoire du pays même. Son point de départ, c'est l'histoire de la reine de Saba qui, ayant entendu parler de la sagesse du roi Salomon, désira aller le rencontrer. Makeda, reine de Saba, fait pour cela un long voyage. Arrivée à Jérusalem, elle est séduite par la munificence et le luxe et envoûtée par la science du souverain. Au bout de quelques mois, elle se convertit au judaïsme. À la veille de son départ, le roi qui désire un enfant d'elle l'invite à partager un festin fort épicé, à l'issue duquel il lui propose de coucher au palais, dans la chambre royale, en tout bien tout honneur. Se méfiant du tempérament impétueux de son hôte, la reine de Saba lui fait jurer de respecter sa virginité. Le roi rusé accepte, en échange de la promesse, que la reine ne prendra aucun objet qui ne lui appartienne. Au milieu de la nuit, les épices faisant leur effet, la reine a soif et s'empare d'un verre d'eau. Le roi la prend sur le fait, contrat rompu, et l'entraîne sur sa couche. Au moment de son départ, il remet à la reine un anneau qui lui fera connaître le fils qu'il attend d'elle et qui deviendra Ménélique Ier. Ce garçon, à l'âge de 15 ans, est retourné à Jérusalem, où il a été reconnu et oint par Salomon. De retour en Éthiopie avec un groupe de 12 jeunes Israélites représentant les 12 tribus,
Il a succédé à sa mère et il a fondé la dynastie dite salomonienne. Ça se passait vers l'an 950 avant Jésus-Christ. Makeda, reine de Saba, fondatrice de dynastie, inspiratrice de rêves, est-elle présente aujourd'hui? Nous sommes allés le demander à Afewerk Tekle, jeune peintre qui représente avec autorité l'esprit nouveau de l'Éthiopie. En tant qu'artiste, j'ai longtemps cherché à retrouver en quelque endroit que j'aille cette inspiration dont la source reste constamment la légende de cette reine merveilleuse qui était la reine de Saba. La légende de la reine de Saba a une très grande signification, je vous l'ai dit, surtout par rapport à la beauté des femmes d'Éthiopie. En fait, elles représentent toute leur finesse, tout leur sens de la grâce et leur délicatesse. Disons, toutes ces qualités apportées au cours des siècles par la tradition héritée de notre reine de Saba. Donc, en tant qu'artiste, j'ai toujours essayé de puiser mon inspiration et de chercher sur mes modèles ces traces de beauté, de cette beauté dont la finesse est la base, certainement. C'est le résultat d'une très grande civilisation pour modeler ces visages. Bien entendu, pour les dessins de ces quatre, comme pour tout mon travail, j'emploie des modèles qui ressemblent à l'image de la reine de Saba. Dans les eaux du passé se mirent les vestiges d'Aksum, ville légendaire qui fut la capitale de la reine de Saba et resta pendant près de 15 siècles le siège de la dynastie salomonienne. C'est là qu'au IVe siècle, l'Éthiopie se convertit sous l'influence de l'évêque Frumens. Mais aucune des pierres encore dressées ne se réclame du temps de la reine Makeda. Les archéologues cherchent la trace de la souveraine sans l'avoir encore trouvée. Un Français, directeur de la mission archéologique, se passionne pour cette remontée dans le passé de l'Éthiopie. Ce sont des ruines, elles datent vraisemblablement du IIIe ou du IVe siècle. Donc de l'époque des grandes stèles, de ces stèles géantes. Ces grandes stèles monolithes dont la plus grande mesure environ 33 mètres. C'était l'époque, si vous voulez, de l'essor d'Aksum. Le règne de la famille salomonienne s'interrompit du Xe au XIIIe siècle. La dynastie Zagwe régna à sa place. Ce sont des paysans qui composent la majeure partie de la population d'Éthiopie, vivant dans des villages qui ressemblent à celui-ci. L'originalité de la Libella, c'est d'avoir été le siège de la dynastie Zagwe et de tenir son nom d'un de ses empereurs, considéré encore aujourd'hui comme un saint. C'est la Jérusalem céleste que l'empereur Lalibela tenta de figurer en faisant creuser dans la roche ces églises monolithiques, reliées entre elles par des corridors secrets. Et ces églises, loin d'être abandonnées, sont ouvertes au culte, et les gens du village vont y faire leur dévotion. Quand la dynastie salomonienne fut rétablie, à la demande du dernier des rois Zagwe, qui ressentait le remords d'être un usurpateur, la dynastie salomonienne se perpétua avec la tâche incessante de résister aux assauts de l'islam. Îlot chrétien entouré de terres hostiles, l'Éthiopie dut à sa situation géographique de hauts plateaux montagneux le succès de sa défense contre les envahisseurs. Gondar fut l'un des hauts lieux de cette guerre perpétuelle. Cette apparition d'un style européen dans le contexte africain remonte au XVIIe siècle. C'est l'une des premières grandes rencontres entre l'Éthiopie et l'extrême Occident. Des Portugais missionnaires et soldats vinrent au secours de la chrétienté menacée et laissèrent l'empreinte de leur style sur les châteaux de cette cité impériale fondée par l'empereur Fasilides. C'est ici que Yassou le Grand reçut au XVIIe siècle un ambassadeur de Louis XIV. Ainsi, de façon continue, depuis le retour de Yekouno Amlak au XIIIe siècle, la lignée de souverains s'est perpétuée jusqu'à l'empereur Haïlé Sélassié. Tout au long des siècles s'est formé et agrandi ce peuple qui regroupe des éléments aux ethnies différentes et aux caractères originaux. Et ce peuple frugal et austère mène la vie difficile des pays en voie de développement. Haïlé Sélassié Imout.
C'est-à-dire que Haïlé Sélassié meurt si je mens. On dit cela dans le peuple comme on jure sur la tête de son père ou de ses enfants. Il s'agit bien là d'un rapport familial, d'un lien paternel de l'empereur au peuple. L'empereur connaît son peuple comme le peuple connaît son empereur. La seule distance entre eux est celle d'un respect d'une autre nature que celui des Occidentaux. Élu de Dieu, l'empereur procède de Dieu. C'est aux représentants de Dieu que l'on rend hommage en se prosternant devant le souverain. Mais c'est sans apparat qu'il s'approche de ceux qui souffrent. Parmi bien d'autres, il a fondé cette institution pour rééduquer les jeunes aveugles et tenter d'alléger leur handicap avec des méthodes actuelles. Souvent, c'est lui-même qui recueille les enfants pour les conduire ici. L'empereur prêche par l'exemple. Il ne veut pas que ses petits-fils ignorent le malheur. Il les emmène souvent avec lui. Ce souci de la misère, l'empereur le tient sans doute du temps de sa propre enfance. C'est au Harar, profondément marqué par l'islam, que l'empereur est né et a grandi. Son père, le Ras Makonnen, cousin de l'empereur Ménélik II, était gouverneur de la province. Les Européens qui l'approchent alors le décrivent tous comme un homme d'immense valeur morale et intellectuelle. Le poète Arthur Rimbaud le connut et l'admira. Le Ras Makonnen avait compris que l'Éthiopie, vieille chrétienté, aurait tout intérêt à s'ouvrir à des échanges pacifiques avec l'Occident. Aussi confia-t-il l'éducation du Rastafari aux prêtres de la mission catholique française. Mon père, est-ce bien ici que Sa Majesté l'Empereur a vécu durant une partie de son enfance? Oui. Il était ici autrefois. Il a passé sa jeunesse à la mission, comme vous voyez. Ses enfants, il était ici, oui. Dans quelles circonstances Sa Majesté a-t-elle été confiée à la mission? Au moment de la guerre d'Adoua, avant même, je me rappelle avant même, le Ras Makonnen a apporté son enfant à la mission pour le faire bénir par Monseigneur Tran, évêque de Harar. Ensuite, il a demandé à Monseigneur d'éduquer son enfant comme les autres enfants, la simplicité. Ce grand exemple reste toujours présent aux yeux du souverain. Son père, le Ras Makonnen, héros antique, héros moderne. Fidèle ami, conseiller sage et prudent de son cousin Ménélik II. Le Ras Makonnen a perdu tous ses fils, sauf un. Comme il doit aimer cet enfant aux yeux profonds. Sans doute pressent-il déjà que le jeune Rastafari va régner. Quand le Rastafari arrive à Paris en 1924, il est régent de l'Empire depuis plusieurs années avec les pleins pouvoirs. Il fait alors une grande rencontre, l'aviation. Il réalise le rôle qu'elle va jouer dans le futur et comprend l'atout majeur qu'elle lui apportera pour asseoir son autorité et assurer la renaissance d'un pays où l'on circule encore à dos de mulet. Il achève à Londres son exploration européenne, jetant les jalons d'une amitié qu'il conserve toujours. C'est sous le nom d'Haïlé Sélassié, c'est-à-dire force de la Trinité, qu'il est proclamé empereur et reçoit la couronne en 1930, accompagné de son épouse qui devient l'impératrice Ménène. Dès 1931, Haïlé Sélassié promulgue une constitution écrite, la première de l'histoire d'Éthiopie. Appelé au trône par la grâce de Dieu et par la voix unanime du peuple, dit la Constitution, l'empereur s'engage à régner désormais selon la loi. Et comme un bon père de famille, dirige sa maison afin que l'Empire puisse jouir des bienfaits inestimables de la paix et de l'ordre.
Soudain, l'Italie fasciste qui occupe le territoire de l'Érythrée en bordure de la mer Rouge prétend établir un protectorat colonial sur l'empire éthiopien. Dès le début de la menace, l'empereur tente d'accélérer la modernisation de l'armée, rapidement entraînée par des instructeurs étrangers. Le temps manque. En octobre 1935, les fascistes, les Éthiopiens se battent avec un courage qui fait l'admiration du monde entier. Mais ils ne peuvent faire face à une armée moderne. Pendant que l'Éthiopie connaît les heures douloureuses de la guerre, l'empereur n'a pas perdu l'espoir. Il a fait adhérer son pays à la Société des Nations dès 1923 et croit encore pouvoir obtenir une intervention de ceux qui se sont engagés à défendre les droits des peuples. Le Rasimeru, cousin de l'empereur, a été témoin et acteur de cette tragédie. C'est avec l'aide d'un interprète qu'il répond à nos questions. Altesse, voulez-vous évoquer pour nous ce tournant pathétique de la guerre? À ce moment-là, Sa Majesté se rendit à Genève, tandis que Son Excellence le Rasimeru restait ici à conduire la guerre. Et nous nous battions déjà quand l'empereur fit son fameux discours à la Société des Nations. Va être prononcé en langue amharique. Une traduction française et une traduction anglaise en seront données simultanément par dispositif téléphonique. Ensuite, une traduction française et une traduction anglaise seront lues à haute voix devant l'Assemblée. Ladies and gentlemen, the second speaker on this is His Majesty Nicholas Haile Selassie. I call upon the first delegate of Ethiopia. Monsieur le Président, Monsieur le... Les journalistes italiens tentent d'empêcher l'empereur de prendre la parole. Comme je l'aurais voulu, je dirais mieux pour ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur, en parlant en amharique. J'ai parlé mon discours pour dire la vérité, ce qui se passe dans mon pays, et pour l'avenir, si on ne fait pas quelque chose pour nous aider, pour que les fascistes, ce qu'ils ont fait très mal pour mon pays, j'ai parlé et je n'ai pas réussi pour le moment. En ce moment, tout le monde est très occupé par les différentes difficultés. Heureusement, après que nous avons réussi, cet mot, il a trouvé une valeur. Et même maintenant, je suis très content avec ce que j'ai parlé à la réunion de la Société des Nations. C'est la moralité internationale qui est en jeu. Dieu et l'histoire se souviendront de votre jugement, avait dit l'empereur à Genève. Dans le train qui le conduisait vers l'exil avec 3 de ses enfants, sans doute croyait-il avoir prêché dans le désert. L'accueil qui l'attendait à Londres prouvait que la conscience des peuples avait été touchée. C'était pour lui le début du retour. Nous remercions le peuple anglais de l'accueil chaleureux et de l'hospitalité qu'il nous a réservé. La paix qui règne ici est pour nous une heureuse présage. Nous avons confiance dans l'avenir qui verra certainement le triomphe final de la justice. Je ne voulais pas rester aussi à Londres. J'ai acheté une propriété avec quelque chose que j'ai pris avec moi, quelques mâles que j'ai vendus. J'ai resté à Basse. En 1941, tandis que le monde est en train de vivre les plus durs moments de la guerre, Haïlé Sélassié Ier rentre dans Addis Abeba en triomphateur. Après tant d'années de souffrance, l'héroïsme des patriotes éthiopiens a trouvé des ressources nouvelles. La joie règne dans la capitale libérée. L'aventure de l'Éthiopie moderne va commencer. Quelques années plus tard, l'Érythrée va revenir à l'Empire. La Constitution accordée en 1931 sera modifiée en 1955, spécifiant les droits constitutionnels du peuple, l'égalité devant la loi et l'égalité des droits civils. Les morts de la guerre sont enterrés depuis longtemps, mais ils ne sont pas oubliés. On célèbre les 12 martyrs qui symbolisent pour les Éthiopiens toute la résistance du pays à l'envahisseur.
C'est la moralité internationale qui est en jeu, avait dit l'empereur à Genève. Les événements lui avaient donné raison. Loin d'être un phénomène isolé, la guerre d'Éthiopie avait été le premier épisode de la guerre mondiale. L'indifférence des Occidentaux avait préfiguré Munich et les souffrances de l'Éthiopie n'avaient fait que précéder celles du monde entier. Près d'un quart de siècle après cette guerre où le racisme a trouvé son expression la plus horrible, il pèse sur le monde comme une lourde tare. Nous avons demandé à l'empereur de nous en parler. Votre Majesté peut-elle nous dire comment elle ressent aujourd'hui le problème du racisme? Cette question est très sérieuse. Ce n'est pas nous, les Éthiopiens seulement, et les autres pays aussi. Ils sont très tristes à cause de cette question de racisme. Peut-être avant 20 ans ou 30 ans, on espère effacer complètement cette question de racisme. Face au palais impérial, l'Africa Hall accueille les grandes conférences internationales qui ont mission de combattre le racisme, le sous-développement économique et social, les conflits politiques. Régulièrement, les ministres des Affaires étrangères de tous les pays de l'Afrique, y compris l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la République arabe unie, viennent se rencontrer à Addis Abeba pour discuter de leurs problèmes communs. Traditionnellement, l'empereur ouvre la séance. L'Afrique aime les hommes dont la destinée offre un profil de légende. Le prestige personnel est un atout pour concentrer à Addis Abeba les éléments qui en feront un point clé du monde futur. L'Organisation de l'Unité africaine aux ambitieuses perspectives d'harmonisation et de synthèse a élu son siège dans la capitale éthiopienne. Mais il n'y a pas que l'Afrique. Depuis son arrivée au pouvoir, l'empereur consacre une partie importante de sa vie au contact avec les chefs d'État du monde entier. Il se déplace sans cesse, car il croit au rapport humain et à l'amitié entre les peuples. Son expérience le porte à jouer un rôle de médiateur face aux problèmes qui divisent le monde. Ainsi a-t-il connu tous ceux qui ont compté dans l'histoire de notre époque. À cet homme qui a su conserver le pouvoir depuis si longtemps, nous avons demandé d'évoquer quelques souvenirs. Votre Majesté peut-elle nous citer les rencontres dont le souvenir lui tient particulièrement à cœur? Par exemple, comme le président Roosevelt, quand je l'ai rencontré en passant dans le canal de Suez, j'ai parlé assez longuement avec lui. Nous avons parlé généralement pour la situation du monde entier. Malheureusement, cet homme, il est mort. Et comme par exemple, comme le Premier ministre Nehru, que je lui connais très bien, que nous avons parlé beaucoup de bien pour la paix. Et quand j'étais en Angleterre aussi, et même après que j'ai restauré mon pays, en passant officiellement quand j'étais en Angleterre, j'ai rencontré le Premier ministre Churchill, que j'ai parlé beaucoup avec lui, avec son intelligence, avec son gentillesse, je l'admire beaucoup. Quand l'empereur accueille des chefs de gouvernement étrangers, pour les recevoir, on déploie le faste légendaire de l'Éthiopie. Le décorum est le même que celui de tous les banquets officiels du monde, et la même ambiance courtoise règne. Si l'on parle anglais, les valets et les vins sont à la française. Entre l'empereur et son hôte, un interprète assume la tâche difficile de ne rien laisser perdre des nuances de la langue diplomatique.
Toute la cour est présente pour entourer le souverain. Et à la première place, son fils, le prince héritier. Avec simplicité et vigilance, comme toutes les bonnes maîtresses de maison du monde, la princesse, épouse du prince héritier, vérifie une dernière fois la bonne ordonnance de la table. Le faste y est moins officiel qu'au palais, mais reste un signe du rang. C'est sans nul doute une tâche difficile d'être l'épouse et la mère de ceux qui sont désignés pour être les souverains de l'Éthiopie. C'est le Mered Asmach Asfa Vossen Haile Selassie, prince héritier, qui va lui-même nous parler de sa vie. Outre le gouvernement de la province de Wollo, dont j'ai la charge, je suis le président de la Croix-Rouge éthiopienne. Et à ce titre, je m'occupe de fonder une banque du sang dont le besoin se fait sentir dans le pays. Et je visite régulièrement les hôpitaux. Quant à mes loisirs, je m'intéresse au sport, particulièrement le tennis et l'équitation. Et je consacre beaucoup de temps à la lecture. Votre Altesse s'occupe-t-elle elle-même de l'éducation de ses enfants? Ma femme et moi, nous attachons beaucoup d'importance à l'éducation de nos enfants. Nous suivons leurs études de très près et nous les envoyons à l'école publique à Addis Abeba. N'échappant pas à la règle qui place l'équitation sur le programme d'une éducation de prince, ce jeune cavalier affectueux, le prince Yacoub, fils du prince héritier, est le second sur la liste de succession au trône. Le lion est l'animal privilégié de la tradition légendaire, symbole de la fonction impériale. Entouré de ses petits-enfants, l'empereur lui consacre la première halte de sa promenade quotidienne. C'est le moment où, libéré des contraintes protocolaires, il devient un homme presque comme les autres. Mais cet empereur moderne que l'on voit en veston pratiquer l'art d'être grand-père est d'abord un souverain hiératique et tout-puissant. Ce décor somptueux est à la mesure d'une solitude impériale et c'est avec respect que les serviteurs découvrent. Pouvoir tout, n'avoir le droit de montrer ni un doute ni une hésitation, tel est le lot d'un monarque. Il doit pour cela s'appuyer sur la tradition et par conséquent sur ses insignes. Dans le peuple, l'empereur est toujours présent. On raconte qu'un soir dans une taverne, une femme rencontra un homme, passa la nuit chez lui, devint sa compagne, l'aida dans ses affaires et les fit prospérer. Mais au bout de 5 ans, l'homme fit une conquête plus jeune et chassa l'ancienne sans lui donner un sou. Comme il ne s'était pas marié, les tribunaux la déboutèrent. Imploré par une supplique, l'empereur la reçut. « T'a-t-il donné de l'argent la première fois » demanda-t-il. « 5 thalers, répondit-elle. L'empereur statua. « Il te doit autant de fois 5 thalers que tu as passé de nuit auprès de lui. » L'homme dut lui verser 9000 thalers, plus de la moitié de sa fortune. Comme l'exprime cette histoire, les femmes n'ont pas toujours la part la plus aisée de l'existence. L'eau se paye, l'eau se porte, les fardeaux sont lourds. Le drame, c'est toujours celui de l'ignorance, du manque d'éducation, du manque d'information.
Avec les moyens dont elles disposent, les princesses impériales s'efforcent de venir personnellement en aide au peuple, patronnant des écoles pour les adultes et des œuvres de bienfaisance. Cette fonction des membres de la famille impériale à la tête des œuvres sociales semble systématique. Nous avons demandé à la princesse Seblé, fille de la princesse Tenaniewok, de nous en parler. We're beginning with His Imperial Majesty, who takes a very active support and is the patron of several of the welfare societies we have in Ethiopia. Tout d'abord, Sa Majesté impériale patronne un grand nombre d'organisations de bienfaisance en Éthiopie. Les autres membres de la famille impériale participent de façon active à ces œuvres de bienfaisance ou à d'autres œuvres. Altesse, quels sont, à votre avis, les problèmes sociaux les plus urgents de l'Éthiopie moderne? Je crois que nos problèmes présents et futurs sont liés à l'urbanisation et à l'industrialisation croissante. Il y a un grand afflux de gens de la campagne qui arrivent en ville. Cela pose de très gros problèmes parce que tous ne trouvent pas bien sûr du travail. En conséquence, nous avons beaucoup d'orphelins. Nous avons de nombreux jeunes gens qui ne trouvent pas d'emploi et qui n'ont pas de toit. Cela entraîne souvent la ruine de la cellule familiale. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à l'éducation des adultes. Comme vous l'avez vu, dans cette école, nous nous employons à enseigner aux femmes les moyens de faire face aux responsabilités familiales. La princesse Ruth, une autre fille de la princesse Tenaniewok, dirige une école de jeunes filles du niveau du lycée qui porte le nom de Feu l'impératrice Ménène. Une école comme celle-ci, destinée à faire émerger les femmes de leurs conditions séculaires, représente l'une des novations de ces 20 dernières années. D'autant plus que l'enseignement y est distribué à des élèves issus de toutes les classes sociales. Altesse, consacrez-vous à votre activité professionnelle une partie importante de votre vie? Oui, sans aucun doute. Je travaille le matin et tous les après-midi de 8 heures du matin jusqu'à plus de 4 heures dans la soirée. Altesse, pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons qui vous ont orienté vers l'enseignement? Oh, c'est que j'adore les enfants, je suis très heureuse avec eux. Et je crois que notre génération doit aider au développement de la nation. Il est certain que la clé de l'évolution d'un pays comme l'Éthiopie se trouve dans sa jeunesse universitaire. Qu'est-ce qu'on attend de l'avenir quand on est un jeune Éthiopien? C'est que vous posez là une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Si je juge quant à moi, je dirais que beaucoup de choses doivent être faites dans ce pays en ce qui concerne la justice sociale. Nous espérons tous que l'économie se développera, qu'on entreprendra d'importantes réalisations. Nous espérons aussi que notre économie nationale grandira, ce qui sans doute amènera d'autres genres de vie pour le peuple. Et nous voudrions aussi quelques aménagements dans la façon de conduire les affaires de l'État. Exprimez-vous une tendance répandue dans la jeunesse? J'espère qu'ils pensent tous de cette même façon. Je ne pense pas qu'il y a de grandes différences dans le fond des choses. Tout ce que j'ai dit, tous mes camarades le savent et ces problèmes sont communs à chacun de nous. J'ai confiance dans la jeunesse du pays, surtout après avoir reçu une éducation comme la nôtre. Elle se sentira d'autant plus forte et responsable qu'elle aura été en contact direct avec la vie de tous les jours et que les leçons que peut-être elle en aura tirées lui donneraient de plus en plus de responsabilités. Et voilà, 20 millions d'Éthiopiens. Un territoire 2 fois plus grand que la France, une terre fertile, un capital humain et des traditions. Aujourd'hui, elle s'exprime dans la joie fervente de la célébration de Timkat, l'épiphanie selon le rite de l'église éthiopienne. Un incontestable élan spirituel anime cette fête. Une couleur d'une richesse inégalable exalte le regard. Les rites qui remontent à la tradition biblique
nous propose une danse des prêtres qui ressemble à celle de David, père du roi Salomon, devant l'arche. Alors, on se demande où va l'Éthiopie. Un homme d'une grandeur, d'une force, d'une ressource, d'une profondeur incontestable l'a guidé avec une autorité sans partage sur le chemin du progrès. Mais plus tard, ce mouvement va-t-il continuer? Des forces enracinées dans la tradition temporelle ne vont-elles pas s'opposer à cette évolution? L'ardeur d'une jeunesse qui veut se mettre à l'heure du monde va-t-elle s'accomplir? Vivre dans un monde de building avec des traditions millénaires est un pari difficile. Face au pays du monde, la personnalité de l'empereur est aujourd'hui l'atout majeur. Son successeur doit l'égaler pour continuer son œuvre. Personne ne peut dire ce que sera demain.